Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter tout simplement un PC gamer à moins de 1000 euros. Je vous ai sélectionné quand même plusieurs composants pour diminuer ou augmenter le prix, augmenter la configuration ou même carrément avoir une bonne config et avec les composants que vous souhaitiez. Vous pourrez bien évidemment les retrouver en description de cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, pardon. Et on se retrouve directement pour vous présenter un petit peu la config entière. Alors, bien évidemment, c'est une config entre guillemets avec une RTX 4060, mais il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Si on commence déjà rien que par l'apparence de celle-ci, je vais mettre un petit peu plus loin certaines choses que je veux présenter. D'abord, si on prend juste le processeur. Le processeur, c'est un élément extrêmement important. On est d'accord, jusque-là, c'est pas un souci. C'est les dernières générations. J'ai pris un Ryzen 5 7600 qui est moins cher pour ceux qui le souhaitent et qui permettra de lire tous les jeux et d'avoir la dernière génération de celle-ci avec un socket AM5 en DDR5. Donc au moins vous serez sur la dernière génération donc de la RAM, dernière génération aussi au niveau du processeur et vous serez vraiment mieux parce que c'est quand même bien plus puissant que par exemple la troisième ou la cinquième génération, même s'il n'y a pas peut-être de trop de grosses différences entre la cinquième et la septième génération au niveau de chez AMD, mais ça restera quand même bien puissant. Il sera très bien pour le multitâche, pour le jeu vidéo et surtout pour, pourquoi pas, plus tard changer de processeur, même quelque chose de plus puissant et même pourquoi pas mettre une carte graphique beaucoup plus puissante. Là, on est sur une config de 1000 euros environ, entre 1000, 1100 et voire même 900 euros si vous vous débrouillez bien sur d'autres marketplaces. Là, c'est sur Amazon principalement. C'est facile, c'est efficace. Vous avez juste à commander en 2-3 jours, vous le recevez chez vous et c'est assez pratique. Pour le deuxième, pareil, j'ai pris un autre processeur un petit peu plus cher. On va dire qu'il est 20 euros plus cher, il faut être honnête, hein, 22 euros plus cher exactement. Mais c'est un petit peu plus puissant, il consomme un petit peu plus. C'est vraiment fait pour ceux qui ont principalement des tâches assez lourdes avec ce genre de processeur. Mais ce n'est pas forcément une obligation. Déjà, le 7600 est très bien. Le 7600X, c'est généralement pour overclocker. Par contre, il n'y a pas de ventirad aussi, ça c'est à prendre en compte. La plupart aujourd'hui des dernières générations qui sortent au niveau des processeurs n'ont pas forcément de ventirad. C'est pour ça que je vais vous en conseiller un juste après au niveau de cette vidéo. Par contre, très important aussi, on a le stockage. Le stockage, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de primordial. C'est pour ça je vous conseille de prendre un Crucial P3 Plus en 2 Tera. Pourquoi un SSD NVMe et pas un SSD 2.5 ou carrément un HDD? Déjà HDD c'est extrêmement lent, donc ne serait-ce que pour écrire sur les jeux quand vous êtes en train de les télécharger etc. ou faire des mises à jour, c'est beaucoup plus lent. Par contre si vous les faites avec un SSD NVMe ça ira beaucoup plus vite. Soit vous en prenez deux comme celui-ci de 1 Tera, soit vous en prenez deux de 2 Tera ou soit un seul de 2 Tera, ça peut être une très bonne chose aussi. Après tout dépend aussi de votre stockage. Si vous avez un plus gros stockage, forcément à avoir parce que voilà, vous avez plein de choses à prendre en compte. C'est sûr que c'est un prix aussi, il faut le dire aussi, les NVMe sont légèrement plus chers que les autres d'autres catégories, mais ils ont moins forcément de vitesse et les temps de chargement sont beaucoup plus rapides. Et ça c'est juste génial si vous jouez à des jeux solo aussi principalement, même des jeux multi on le voit quand même aussi là-dessus. J'ai pris deux cartes graphiques dont je vais vous parler aussi, deux cartes graphiques qui sont très puissantes. Vous allez voir pourquoi. En fait, j'ai pris une AMD et une Nvidia pour satisfaire tout le monde parce que la 6700 XT, si on le voit là, je vais vous afficher quelques images, elle est légèrement puissante avec le Ryzen 5 7600. Elle est légèrement puissante, plus puissante que la RTX 4060. C'est un très bon choix aussi de prendre une RTX 4060, mais la 6700 XT fera peut-être largement l'affaire. Parce qu'il faut aussi prendre en compte que la 4060 là pardon, c'est la 3060 Ti. Mais si on regarde la 4060 qui est largement moins chère hein, pour le coup, mais par rapport à une 3060 Ti. Mais pourquoi j'ai pris aussi une 4060? C'est parce que c'est pas non plus excessivement cher non plus. Elle reste néanmoins puissante, mais ça dépend encore de chacun. Hein. Chacun a un avis dessus. Il y a le DLSS 3, il y a le ray tracing. Voilà, il y a toutes les dernières technologies dessus. Par contre, il faut prendre en compte aussi que sur la 6700 XT, on a 12 Go de VRAM, ce qui peut faire une petite différence à 8 Go de RAM seulement sur la 4060. Une 3060 Ti, mais voyez, le prix a réaugmenté il y a quelques jours et je l'ai vu aux alentours de 400 euros, ce qui restait encore honnête. Aujourd'hui, une 3060 Ti, vous voyez, si vous ne la prenez pas d'occasion neuve, ça ne vaut pas forcément le coup. Sachant que aujourd'hui, c'est quand même plutôt cher et ça reste quand même, je trouve, même moins puissant, voire équivalent à une 4060. Mais
avec une 4060, vous retrouverez même mieux. C'est une génération plus récente et forcément, statistiquement parlant, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, une 3060 Ti, pourquoi pas, mais c'est pas ce qui se fait de mieux, hein, en tout cas au niveau de cette config. Là aussi, eh oui, forcément, je l'ai prise. J'ai pris aussi l'alimentation, j'ai pris 2 alimentations différentes. Donc 650 watts, c'est très bien pour la config que je vous dis là aujourd'hui. C'est nickel. Celle-ci, par contre, n'est pas modulaire. Donc en gros, elle est moins chère aussi. Elle a aussi tout ce qui est... voilà, elle est vraiment protégée au niveau de tout ce qui est électrique, en gros. Mais par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a des câbles qui risquent de se promener un peu partout. Si vous les rangez pas correctement, ça risque de prendre de la place dans l'ordinateur. Et c'est pas forcément l'idéal, même si c'est légèrement moins cher. J'en ai pris une autre qui, là on va parler après du refroidissement, mais j'en ai pris une autre aussi tout à l'heure. Attendez, si je la retrouve ici parce que je l'ai mal rangée. Voilà, bien sûr tout sera rangé dans la description de cette vidéo. J'ai pris une Cooler Master MWE de 750 watts qui est 10 € plus cher. Vous voyez, c'est pas une énorme différence. Vous avez 750 watts. Vous avez dans celle-ci, il faut le prendre en compte, c'est modulaire. Donc en gros, vous avez juste à mettre les câbles nécessaires. Vous pouvez mettre moins 650 watts, mais généralement, à chaque fois, je conseille, dans toutes les configs que je conseille, généralement, je prends 750 watts. Ça suffit largement pour une config assez sympa, qui n'a pas un trop gros processeur ni une trop grosse carte graphique pour pas être limité non plus en termes de puissance, parce que c'est aussi bien d'avoir en fait tout homogène au niveau d'une configuration. Donc, c'est très important à prendre en compte. Et là-dessus, il n'y aura pas 36 câbles. Vous avez juste à prendre le strict nécessaire que vous avez besoin et au moins, ça sera nickel. Voilà, donc elle est très pratique, je trouve, par rapport à ce qu'on peut retrouver aussi sur le marché. Mais voilà, une modulaire, vous voyez, c'est ça en fait. C'est tous les câbles que vous avez seulement besoin. Vous voyez, par exemple, les HDD et les SATA, vous en aurez absolument pas besoin vu que c'est du NVMe, ça est déjà alimenté sur la carte mère. J'en reparlerai après de la carte mère au niveau du choix. Pareil, la RAM, soit vous mettez du 32 Go, ce qui commence à devenir un petit peu la norme pour ceux qui ont tendance à bien consommer. Quand je dis aujourd'hui c'est la norme, la grande norme aujourd'hui encore à l'heure actuelle, c'est 16 Go. Mais je me dis pourquoi pas prendre littéralement du 32 Go en 5600, ça suffit largement. Et forcément ça sera aussi plus puissant que la DDR4, hein. Là il faut être aussi, il faut le dire, hein, c'est plus puissant. Par contre, quand je dis que c'est plus puissant, oui c'est plus puissant, mais ça dépend du type de RAM que vous prenez. Si vous avez tendance à ouvrir plusieurs logiciels en même temps, plusieurs fenêtres au niveau de votre navigateur, etc., etc. Et puis plus les jeux, etc. Je trouve que 32 Go, c'est vraiment une base. Et en plus de ça, ça vous laisse quand même un large éventail par rapport à 16 Go. Voilà, bon, je vous la mettrai aussi en 16 Go, bien évidemment, là-dessus. Si on parle un peu refroidissement, j'ai pas pris forcément 36 refroidissements, je vais pas vous le cacher là-dessus. J'ai pas pris 36 trucs, j'ai pris un truc assez basique. C'est un refroidissement Be Quiet. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Alors, il ne fait pas forcément d'éclairage. Be Quiet est vraiment bon. Celui-ci, pour moi, c'est nickel. Je me suis jamais plaint sur ces configurations-là. Ça marchera très bien pour du AM5. Vous avez juste à l'incorporer directement dans la carte mère. Petit refroidissement. La pâte thermique, je vous la mettrai aussi pour ceux qui souhaitent une très bonne pâte thermique. Là, je n'ai plus en tête la marque, mais très bonne pâte thermique qui vraiment fait le taf. Que ce soit pour les water cooling ou que ce soit pour les ventirades, il fait les deux. Et c'est juste génial. Le refroidissement, je ne m'en suis jamais plaint. Je le change à peu près tous les 2 ans, voire 2 ans et demi, quand j'y pense pas. Mais voilà, au niveau de celui-ci, c'est un conseil que j'ai à vous donner. Quand vous changez, en tout cas la pâte thermique au bout d'un moment de votre ordinateur, changez-la environ tous les 2 ans. C'est toujours mieux. Ça permet de garder, entre guillemets, voilà, un entretien stable de votre ordinateur. Ne pas hésiter à aussi nettoyer les ventilateurs, etc. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. On parlera après des cartes mères. Juste là, très rapidement, oui, il faut le mettre en compte, la petite config qui va très bien, il faut le mettre aussi dans un boîtier. On a 2 boîtiers différents. Donc là, ça dépend du design, ça dépend de ce que vous recherchiez. J'aime beaucoup le premier, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est le ASUS Gaming, le GT301, donc pour une config ATX, donc au niveau de la carte mère. Et c'est un panneau avant alvéolé, donc en verre trempé, 3 ventilateurs, 120 mm avec RGB, adressable et Aura Sync. Bon voilà, en gros, vous avez un petit côté RGB, mais sans trop. En fait, c'est pour rester un peu plus soft. Vous pourrez en rajouter, hein, bien évidemment, dans l'intérieur de la configuration si vous le souhaitez, avec des ventilateurs, etc. Juste très bien. Il y a aussi un cache au niveau de celui-ci pour cacher l'alimentation, quelques câbles. Voilà, pour éviter que tout se promène. Vous avez aussi à l'arrière du PC, hein, qui est possible, enfin sur le côté droit du PC, au niveau d'ici. Là, on ne le voit pas directement, mais vous avez de quoi justement mettre la carte mère, de la fixer, etc. Là-dessus. Je crois qu'il même il donne un petit côté, je crois qu'il même donne aussi un repose-casque. Donc ça, c'est à voir, hein, c'est pas sûr. Mais parce que vu sur l'image, elle y est, mais c'est pas sûr qu'elle y soit là-dessus.
Alors, on partira sur le dernier donc, du boîtier. Après, je présenterai un petit peu les cartes mères très rapidement. Bon, on ne va pas y passer 3 quarts d'heure non plus là-dessus. Mais pareil, une Thermaltake View 200 ARGB, une petite carte mère très sympa. Enfin, une carte mère, un petit boîtier très sympa. Qui, lui, par contre, est un peu plus design, j'ai envie de vous dire. Un peu plus, voilà, qui est beaucoup acheté d'ailleurs. J'en ai vu beaucoup parmi, avec ceux avec qui je peux, de mon entourage, entre guillemets. Et c'est vrai que celui-ci est vraiment parfait, il a un très bon design, parfait, ça refroidit très bien aussi. On a les petits ventilos à l'avant, un petit RGB tranquille, Thermaltake, c'est une très bonne marque, Thermaltake. Et en plus ça, vous voyez ce que ça donne un peu si vous avez un petit soit water cooling, etc. Ça c'est à vous de voir bien évidemment. Je vous mettrai peut-être un water cooling en description au niveau du refroidissement si vous le souhaitiez. C'est un water cooling custom, donc il y a juste à le mettre directement, donc il n'y a pas de souci, il est déjà monté, tout pré-monté. Bon, ça refroidit pas forcément davantage par rapport à un bon ventirad, je vous le dis sincèrement, j'ai pas forcément aujourd'hui beaucoup plus de valeur au niveau des statistiques que j'ai pu retrouver, des recherches, je trouve pas que ça refroidit plus que ça. À part si vraiment vous faites vous-même votre propre water cooling que vous achetez, etc. En mettant les tuyaux, tout ça, c'est très compliqué, mais c'est possible. Mais voilà, ça refroidit davantage mieux. Et puis en plus de ça, c'est un côté esthétique qui est juste inégalable là-dessus. Voilà, donc on passera directement sur les cartes mères. J'ai carrément envie de vous dire une seule carte mère. Pour le coup, j'ai pas forcément envie d'en sélectionner plusieurs parce qu'aujourd'hui, pour moi, la norme d'une carte mère, ça doit avoir le Wi-Fi, le Bluetooth, de quoi mettre des SSD NVMe, de quoi supporter une très bonne configuration, de quoi aussi avoir quelque chose de quand même de qualité, pas un truc, pas une petite carte mère qui ne pourra pas faire le nécessaire. Et oui, vous l'avez compris, c'est pour les processeurs de 7ème génération qui l'acceptent. Donc c'est une bonne carte mère pour les 7ème génération et elle acceptera tout le nécessaire au niveau de celle-ci. Donc un SSD en NVMe sans problème. Elle acceptera donc aussi votre carte graphique que vous avez juste à mettre dessus, le processeur, les barrettes de RAM. Si vous en avez deux, pensez au dual channel, très important. De toute façon, ça sera noté dans le... soit sur YouTube si vous recherchez un petit peu, soit ça sera noté directement sur le mode d'emploi de la carte mère, comment il faut les fixer. Bon, généralement, si vous y connaissez, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Mais voilà, et le Wi-Fi qui est juste primordial parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais une carte mère doit être équipée du Wi-Fi. Je crois que si je vous dis pas de bêtises, celui-ci c'est du Wi-Fi 6E, il me semble, mais sinon, c'est un bon Wi-Fi. Je sais que la génération c'est Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E au minimum. Mais au moins vous êtes vraiment tranquille et si je dis pas de bêtises, oui c'est généralement pas du Wi-Fi 5, donc au moins on est sur presque les dernières générations. Je sais qu'il y a la 7ème génération qui est sortie au niveau du Wi-Fi, mais bon, elle est à peine rentrée sur le marché il y a même pas un mois, donc là-dessus c'est pas très grave. Vous retrouverez tout le lien en description pour ceux qui le souhaitent. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ce genre de vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos un petit peu config, pourquoi pas. Très sympa, d'ailleurs je compte monter cette config dans pas si longtemps que ça aussi de mon côté pour une amie. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un petit peu. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo un petit peu tout ce qui est plus détail de cette config là. Mais dans tous les cas, j'en suis certain, c'est une très bonne config pour vous en description directement. Je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.